La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire Déclarer son CIR 2021 en toute sérénité. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez Heming et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourrez poser. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez par l'intermédiaire du module questions qui se situe en bas à droite de votre écran. La présentation, bien évidemment, vous sera envoyée à la suite du webinaire. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter nos deux intervenants du jour. Laïla El-Wali, fiscaliste chez Heming. Bonjour Laïla. Bonjour Delphine, bonjour Antoine et bonjour à tous. Ainsi que maître Antoine Gabizon, avocat partenaire au cabinet Phil Fisher. Bonjour Antoine. Bonjour Delphine, bonjour Leïla, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir le programme de notre webinaire. Nous parlerons de la procédure de déclaration pour l'année 2021. Nous évoquerons les bonnes pratiques et le formalisme attendu par les organes de contrôle. Puis, nous parlerons des actualités, notamment les dépenses de personnel, la sous-traitance et la nouvelle loi de finances 2022 qui va essentiellement clarifier un nouveau crédit d'impôt qui est le SICO, le C2I et le JEI. Bien évidemment, Laïla vous parlera de la manière dont utiliser sa créance CIR et nous parlerons des dernières actualités jurisprudentielles. J'ai maintenant le plaisir de laisser la parole à Laïla qui va vous parler de la procédure de déclaration du CIR 2021. Laïla, c'est à toi. Merci Delphine. Alors nous allons donc commencer par la sécurisation de procédure de déclaration du crédit d'impôt recherche 2021. La déclaration s'effectue par le biais d'une télédéclaration, donc des résultats. Celle-ci doit être effectuée au maximum le 18 mai 2022 pour les sociétés imposées à l'IS et clôturant au 31 décembre 2021. Pour rappel, les entreprises qui engagent entre 10 millions d'euros et 100 millions d'euros de dépenses sont tenues de joindre un état précisant la part de titulaire d'un doctorat financé par ces dépenses. Une fois que les modalités de déclaration du crédit d'impôt recherche sont maîtrisées, nous vous proposons un focus sur le formalisme à respecter ainsi que les bonnes pratiques. Donc, une fois vos projets éligibles identifiés, l'entreprise déclarante devra constituer un dossier justificatif au fur et à mesure de l'exécution des opérations de R&D, notamment par les porteurs de travaux de R&D au sein de l'entreprise déclarante. Ce dossier, pour rappel, il ne sera remis aux organes de contrôle qu'à sa demande. Ce n'est pas automatique. S'agissant du formalisme attendu, le MESRI a établi un canevas qui date de 2018, mis à jour en 2018, dans lequel devront être précisés, entre autres, les objectifs de l'opération de R&D dans le cadre de l'activité de l'entreprise au global, les indicateurs de recherche et vous devez expliciter votre démarche et vos travaux. S'agissant des bonnes pratiques, nous vous conseillons de réaliser une cartographie tout au long de l'année afin de pouvoir mener un plan d'action pour les projets incertains notamment. Cette cartographie vous permettra d'identifier le niveau de risque associé à la prise en compte de chaque projet et de procéder à un arbitrage sur ces projets. Nous vous préconisons d'anticiper la justification via une collecte des livrables en temps réel si possible et suivre leur formalisation. Antoine, peut-être avez-vous des compléments à apporter sur cette partie? Oui, merci Leïla. Non, très brièvement pour compléter vos explications. Je pense qu'il faut que les participants aient bien conscience de l'importance de ce document et de sa préparation, si possible en amont, parce que même si, comme vous l'avez rappelé, ce document n'est pas à fournir normalement au moment de la déclaration elle-même, mais uniquement finalement quand on a une interrogation de la part de l'administration, l'expérience montre que quand on prépare ces documents en retard, c'est souvent très compliqué et on a du mal à récupérer les informations dont on aurait eu besoin normalement à l'échéance, c'est-à-dire au moment du dépôt des déclarations. Et la deuxième chose, c'est que ce document doit être conçu comme un document technique et non pas comme un document commercial.
un projet peut être éligible, mais parce qu'on leur a présenté comme finalement dans son objectif commercial pour la société qu'il a développée, sera rejeté par le ministère uniquement parce qu'on n'a pas utilisé finalement le bon langage et la bonne présentation. Donc c'est vraiment très important de concevoir cet élément comme un document technique. C'est pourquoi d'ailleurs il faut souvent se faire accompagner sur ces sujets-là et par des spécialistes de cet exercice, plutôt même que par simplement des juristes ou des fiscalistes. Merci Antoine pour vos précisions. Nous allons désormais effectuer un focus sur les dépenses de personnel, postes de dépenses particulièrement suivis par les vérificateurs. Donc, une fois les projets identifiés, il est possible de valoriser du coup le personnel ayant travaillé sur ces projets. Il faudra être en mesure de justifier avec rigueur et précision, ce sont les termes de la doctrine, le temps des salariés ayant travaillé sur ces projets et qui, je le rappelle, font l'objet de vérifications régulières par les organes de contrôle. C'est le premier poste de dépense en termes de montant. Il faudra donc identifier le personnel éligible et justifier les temps passés en R&D par ce personnel sur les projets éligibles. Concernant les moyens de preuve, l'administration fiscale n'a pas indiqué de méthode de preuve pour justifier ces temps. Dès lors, vous avez toute latitude pour prouver par tout moyen les temps valorisés. Notre retour d'expérience y démontre que la méthode la plus sécurisée est de tenir à la disposition de l'administration une base de pointage à tenir au fil de l'eau pendant que vos salariés travaillent sur vos travaux de R&D. En résumé, pas de formalisme particulier attendu. Une base de pointage, au mieux, c'est la méthode la plus sécurisante, mais encore une fois, pas d'obligation légale sur la base de pointage. Je vais désormais passer la main à Antoine pour vous présenter les attendus en termes de qualification du personnel. Merci Leïla. Alors peut-être une petite précision complémentaire au regard du rappel que vous venez de faire. Effectivement, la méthode la plus sécurisée, comme le disait Leïla, c'est naturellement de tenir des fiches de temps, finalement, dossier par dossier, qui sont remplis par les intervenants sur chacun des projets concernés et qui peuvent être remis, si nécessaire, à l'administration fiscale. Simplement, on constate quand même qu'en pratique, c'est parfois un exercice difficile, notamment quand il y a beaucoup d'intervenants, parce que ça suppose en fait d'avoir une matrice informatique qui permette à chacun de remplir ses feuilles de temps et d'avoir un suivi assez facile. Quand c'est pas le cas, nous, ce qu'on l'on voit, et je pense que Léla, vous avez vous aussi, c'est une expérience qu'on partage d'une certaine façon, c'est que le minimum, c'est quand même d'avoir des listes assez précises, enfin très précises plutôt, des intervenants, avec un chiffrage pour chaque intervenant du temps consacré par eux à leur fonction dans le cadre du projet concerné, du ou des projets concernés, et que ces fiches de temps soient validées chaque année ou de manière régulière par les chefs de projet, ce qui fait, et avec une antériorité, ce qui fait qu'en cas de demande de l'administration, en général, quand on présente ce type de document, elle s'en satisfait et elle ne remet pas en cause les décomptes. Donc on est évidemment la meilleure des solutions, c'est la feuille de temps, mais quand c'est pas possible, il faut organiser les choses un peu de la manière dont je viens de le signaler. Alors maintenant, si on en vient au personnel éligible aussi, hein. D'une manière générale, la réglementation et la doctrine administrative, ainsi que le confirmait aussi le juge de l'impôt, prévoit que ce sont toutes les personnes qui participent au développement d'un projet qui sont éligibles. Donc en premier chef, on a évidemment les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens de recherche et également, mais on verra que c'est relativement malgré tout limité par la doctrine administrative, les personnels de support qui peuvent intervenir dans ces opérations. Alors il faut, s'agissant des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens de recherche, pouvoir démontrer naturellement leur qualification professionnelle. C'est le point de départ, c'est naturellement leur diplôme, mais c'est pas seulement le seul critère, puisque la jurisprudence qui a été d'ailleurs acceptée ou reprise par la doctrine administrative tolère depuis assez longtemps que pour les chercheurs et les ingénieurs, on peut démontrer leur qualification technique autrement qu'au-delà des diplômes, en montrant réellement leur expérience dans un domaine technique particulier. Ça se fait souvent en produisant des CV, des contrats de travail au sein de l'entreprise ou même au sein de précédents postes que les personnes ont pu occuper, les fiches de paye, les fiches de poste, et dès lors qu'au travers de ces documents, on démontre bien la capacité technique des chercheurs, des ingénieurs, on n'a pas de difficulté particulière pour arriver à justifier leur implication dans un projet précis.
Au-delà de la qualification, évidemment, il faut justifier du temps qu'ils ont consacré sur chaque projet. Ça, on en a parlé à l'instant, donc je n'y reviendrai pas. Au-delà des fiches de temps dont on parlait ou de ces états un peu spécifiques pour chiffrer la participation de chacun, c'est aussi important d'illustrer concrètement la participation des personnes concernées dans ces projets, notamment en soumettant à l'administration en cas de contrôle des livrables auxquels ils ont pu participer ou dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Comme ça, on démontre très spécifiquement et très concrètement l'investissement de chacun. Si on passe à la slide suivante, l'idée c'est d'attirer votre attention sur les dernières nouveautés concernant la valorisation des dépenses de personnel. Alors on a d'abord une nouveauté qui vient de la mise à jour de la doctrine administrative en matière de crédit d'impôt recherche qui date de l'année dernière, où la doctrine administrative a confirmé qu'elle excluait par principe le personnel de soutien du champ d'application du crédit d'impôt recherche. Le personnel de soutien, vous en avez une liste qui est non limitative, qui est fixée sous vos yeux. C'est en général les activités administratives, direction, juridiques, réglementaires, etc. Donc des personnels qui ne sont a priori pas effectivement directement concernés par les opérations de recherche. Elle ne fait que confirmer finalement une position qu'elle avait déjà exprimée il y a quelque temps. Il faut simplement avoir en tête qu'en fait, cette position est sûrement un peu plus restrictive que celle du juge de l'impôt, qui lui est plus ouvert à la valorisation des personnels de soutien, toujours à condition évidemment de pouvoir démontrer que ces personnels ont participé à une opération de recherche éligible. Et c'est notamment le cas soit pour les personnes qui participent à l'entretien ou à l'entretien des matériels nécessaires aux opérations de recherche, soit encore de personnes dont les fonctions sont relativement éloignées finalement de la recherche. Je pense par exemple à des techniciens sur les aspects réglementaires ou juridiques des opérations de recherche à laquelle vous pouvez participer, et qu'on peut valoriser au regard de la jurisprudence, à condition toutefois de bien pouvoir démontrer qu'ils ont eux-mêmes participé à ces opérations de recherche et que ces opérations de recherche que leur implication dans ces opérations de recherche était vraiment essentielle au développement du projet. Ça, c'était la première mise à jour. Alors, évidemment, ce premier point n'était pas très positif. Un point plus positif, c'est que la doctrine administrative a enfin confirmé qu'on pouvait valoriser parmi les personnels de recherche les intérimaires. C'était une position que le Conseil d'État avait validée il y a déjà quelques temps, puisque ça remonte à 2017. Mais là, maintenant, ça a bien été repris en compte dans la doctrine administrative. Donc, les intérimaires sont éligibles ou peuvent être pris en compte dans le calcul du CIR, à condition toutefois qu'on démontre qu'ils sont directement et exclusivement affectés à des opérations de R&D. Dernier point, j'en parlais en évoquant le sujet de la qualification des personnes qui prennent part au projet de crédit d'impôt recherche. Un dernier point qui concerne la qualification et les diplômes des techniciens de recherche. Je vous rappelle, on a 3 catégories principales, les chercheurs, les ingénieurs et ensuite les techniciens de recherche. Pour les 2 premières catégories, on savait depuis quelque temps qu'on n'avait pas besoin, enfin depuis pas mal de temps même, qu'on n'avait pas besoin de se référer uniquement à leur diplôme pour démontrer leur capacité technique. Il y avait une incertitude sur l'application finalement de cette règle s'agissant des techniciens de recherche. On a une décision récente, puisque février 2021, qui a un an, qui est venu nous confirmer qu'effectivement, les techniciens de recherche, même s'ils n'avaient pas, on pouvait démontrer leur qualification au-delà de leur simple diplôme, pour autant qu'ils participent à des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, et donc sans qu'ils fassent obstacle le fait qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou une qualification scientifique spécifique. Merci Antoine. Nous allons donc faire un focus désormais sur le poste de dépense de la sous-traitance. Pour rappel, l'externalisation, elle est effective lorsque les opérations de recherche sont effectuées en dehors de l'entreprise. Ces dépenses doivent correspondre à des opérations de recherche externalisées en tant que telles ou à des travaux scientifiques et techniques dits indispensables à la réalisation d'opérations de recherche éligibles menées en interne par le donneur d'ordre. Il faut véritablement constituer ce lien-là, mais Antoine rentrera plus dans les détails par la suite. Donc, jusqu'au 31 décembre 2021, les modalités de valorisation de ces dépenses différaient selon la qualité du prestataire à qui les travaux avaient été confiés. On avait d'un côté les prestataires publics ou assimilés publics qui étaient exemptés d'agrément jusqu'au 31 décembre
2021. Mais attention, depuis le 1er janvier 2022, ils devront demander l'agrément CIR auprès du ministère de la Recherche, auprès du MESRI, par le biais d'un formulaire. Ils ont des modalités d'agrément qui sont simplifiées par rapport aux prestataires privés qui, eux, doivent toujours demander l'agrément CIR pour que le donneur d'ordre puisse prendre en compte la dépense. Petit rappel, attention au calendrier. Pour effectuer les premières demandes d'agrément CIR, elles doivent être effectuées avant le 15 mars 2022. Pour les prestataires publics, le site du MESRI ne précise pas le calendrier pour effectuer les premières demandes. Par mesure de précaution, nous utilisons le même calendrier que pour les prestataires privés. Donc, par mesure de précaution, les prestataires publics devront demander l'agrément avant le 15 mars 2022 pour votre CIR 2022. Je passe désormais la main à Antoine qui va vous détailler quels sont les travaux sous-traités éligibles. Merci Leïla. Alors c'est une des, j'allais dire, d'un des points importants et particuliers sur lesquels l'administration est revenue dans le cadre de la mise à jour de sa doctrine administrative. Ça a été complété par ailleurs dans le cadre de la loi de finances. Ils ont pris le soin, et c'est le diagramme que vous avez sous les yeux, d'expliciter d'une certaine façon les différents cas de sous-traitance ou de travail ou de travaux de recherche menés en collaboration et de préciser à cette occasion les conditions dans lesquelles les dépenses sous-traitées ou les dépenses réalisées en commun pouvaient être valorisées. Quand on regarde la doctrine administrative et les précisions qui ont été apportées par l'administration, en fait, on distingue deux grands cas et à l'intérieur de ces deux grandes catégories, une sous-catégorie. Alors, les deux grands cas, c'est d'un côté des opérations de recherche et développement entendues stricto sensu, c'est-à-dire une opération qui répond aux critères d'éligibilité au CIR, et de l'autre, on oppose des opérations dites techniques ou des travaux techniques qui sont utiles à une opération de R&D, mais qui ne qualifient pas en soi à l'éligibilité au crédit d'impôt recherche. Dans la catégorie des opérations de R&D éligibles, l'administration fait une distinction des opérations qui sont totalement sous-traitées auprès d'un tiers, c'est-à-dire une entreprise qui confie à un tiers, un sous-traitant agréé, comme l'a rappelé à l'instant Leïla, la réalisation complète d'une opération de recherche. Le donneur d'ordre spécifie dans ce cas-là le cahier des charges. Il sera seul titulaire des résultats. Il assume les risques, y compris en cas de recherche. Et finalement, le tiers est utilisé pour fournir une prestation propre à des travaux de R&D. Et on distingue ça finalement des travaux menés en collaboration où on a plusieurs entreprises, plusieurs intervenants qui ont un objectif commun au regard de la recherche, qui partagent les risques et les résultats. Et donc, l'administration prévoit là aussi des règles spécifiques. En fait, par rapport à ces trois grands cas, l'administration est venue préciser les conditions de valorisation des dépenses engagées dans ce contexte. Quand on est dans le premier contexte, c'est-à-dire une délégation pure et simple d'un travail de recherche au profit d'un donneur d'ordre qui va être seul titulaire finalement du produit de la recherche, on nous indique, c'est ce qui apparaît dans la partie droite de la slide qui apparaît sous vos yeux, on nous indique que la valorisation se fait complètement au niveau du donneur d'ordre. Quand on est dans un travail mené en collaboration, pour autant que les règles aient été bien définies dans le contrat de collaboration qui doit nécessairement avoir été conclu entre les différents intervenants, alors une entreprise partie à la collaboration peut intégrer dans le calcul de son CIR les montants qui lui sont facturés par une autre partie, pour autant que c'était prévu dès le début. Et le dernier cas, on est venu confirmer que même dans l'hypothèse de travaux qui sont simplement des travaux techniques, on avait la possibilité pour le donneur d'ordre de prendre en compte ces travaux techniques et leur valeur dans le calcul de son propre CIR, à condition évidemment que ces travaux, même si pris isolément, ils sont techniques et non éligibles, ils soient absolument nécessaires à l'opération de R&D qui est menée en parallèle par le donneur d'ordre. Ce qui ressort également de ce document et de ces dernières précisions de l'administration, et on le voit concrètement dans le cadre des contrôles, c'est que quand on est face à ces situations, il faut prendre le soin en amont de rédiger un contrat clair où les fonctions de chacun sont clairement explicitées, les risques et la répartition des produits de la recherche, tout ça doit clairement apparaître puisque
comme c'est rédigé maintenant dans la doctrine administrative, c'est clair que ça devient de plus en plus une condition pour ensuite pouvoir prétendre à la valorisation des dépenses concernées, quel que soit finalement le schéma dans lequel on se situe. Donc ça, c'était le premier point sur lequel on voulait attirer votre attention. Et un deuxième point important qui concerne les mécanismes de sous-traitance en cascade. Suite à une jurisprudence dont on va parler dans quelques instants, le législateur a considéré qu'il était nécessaire de traiter ce point de manière spécifique parce qu'on avait en fait l'imprécision des textes permettait des solutions qui n'étaient pas toujours ni très claires pour l'administration ni d'ailleurs pour les participants, qui pouvaient mener à des abus. Donc à compter la dernière loi, la loi de finances, on est venu très clairement réglementer les règles de la sous-traitance en cascade. Alors qu'est-ce que c'est que la sous-traitance en cascade? Pour vous l'exprimer, le mieux c'est peut-être effectivement d'évoquer une décision importante qui avait été rendue en juin 2020, c'est l'arrêt Hayes, qui a donné lieu ensuite par le Conseil d'État, qui a donné lieu ensuite à une décision de renvoi de la Cour administrative d'appel de Paris. La situation était la suivante. Nous avions un donneur d'ordre, c'était en fait des clients du groupe Hayes, une structure au sein du groupe Hayes, c'est le sous-traitant 1, qui était en l'occurrence agréé à l'intérieur du groupe, qui avait été donc sollicité par le donneur d'ordre pour exécuter des travaux de R&D dans le cadre d'un projet de recherche. Cette structure, le sous-traitant 1 du groupe Hayes, avait décidé de sous-traiter à son tour certains, ou même en totalité en l'occurrence, les travaux exécutés auprès d'autres sociétés de son groupe qui, elles, n'étaient pas agréées. Et qu'est-ce qui s'était passé dans cette hypothèse-là? Dans l'imprécision des textes, c'est qu'on avait d'un côté, et c'est ce que vous voyez sur la slide de droite, un donneur d'ordre qui avait pris dans le calcul de son CIR l'intégralité des coûts facturés par le sous-traitant 1 agréé, et donc y compris d'ailleurs ceux qui avaient été facturés par les sous-traitants 2 de rang second, alors même qu'eux n'étaient pas agréés. Donc on avait une facture de 800 000 euros, c'est l'exemple qui est sur une facture de 800 000 euros, alors que le sous-traitant 1 n'avait fourni que 500 000 euros finalement de travaux au titre de cette facture. Il avait intégré les 300 000 délivrés par les sous-traitants 2 dans sa facturation, et le donneur d'ordre avait pu valoriser l'intégralité de ses dépenses dans son CIR. Parallèlement à ça, au sein du groupe Hayes, le sous-traitant 1, lui, n'avait pas valorisé puisqu'étant agréé et fournissant des prestations à un tiers, les mécanismes font qu'en fait, il ne pouvait pas le faire. En revanche, le sous-traitant 2, qui n'intervenait qu'en second rang et qui, lui, n'était pas agréé, avait pu valoriser son CIR les travaux menés dans son propre CIR. Donc on voyait bien qu'on avait une sorte de phénomène de doublon, puisque les mêmes dépenses, les 300 000 euros que vous avez dans l'exemple, étaient valorisées à la fois au niveau du sous-traitant 2 et également au niveau du donneur d'ordre. La jurisprudence du Conseil d'État, face à l'imprécision des textes, avait reconnu qu'en réalité, ce schéma était possible. Il avait toutefois réservé l'hypothèse d'un cas disons-le, de fraude. Et effectivement, la Cour administrative d'appel de Paris a sanctionné cette fraude en considérant que le schéma qui avait été mis en place, en l'occurrence au sein du groupe Hayes, témoignait de cette fraude. Fraude, pourquoi dans l'hypothèse qui était soumise aux magistrats, c'est qu'en réalité, on s'apercevait, ce qui n'est pas le cas dans le cas qui est décrit là, on s'apercevait que le sous-traitant 1 avait totalement sous-traité la prestation auprès des sous-traitants de rang 2, et qu'en fait, ça revenait finalement à vider le principe de l'agrément qui doit normalement être attribué aux sous-traitants qui interviennent, et que le schéma, au-delà même de ça, permettait finalement de doublonner la capacité des entreprises à valoriser au titre du CIR un même projet. Il semblerait, pour la petite histoire, que la décision de la Cour administrative d'appel fait elle-même l'objet d'un nouveau pourvoi devant le Conseil d'État. Cette fois-ci, je pense, c'est sur la notion de fraude, mais on en saura plus dans quelques temps. Alors, ça, c'était le passé, ça permettait d'illustrer la règle. Maintenant, le législateur a remis tout ça à plat, et il est venu nous dire, en fait, très simplement, que un sous-traitant agréé peut à son tour sous-traiter tout ou partie de ses prestations auprès d'un tiers, mais uniquement à condition que ce tiers soit lui-même agréé. C'est ce que vous avez dans le schéma qui reprend un peu, qui apparaît sous vos yeux, qui reprend un peu les principes
du précédent schéma, où on a distingué cette fois-ci toujours un donneur d'ordre, un sous-traitant 1 à qui il a confié, qui est agréé, à qui il a confié une mission de recherche. Ce sous-traitant 1 sous-traite une partie, tout ou partie de cette prestation, à la fois auprès d'un sous-traitant 2 qui est lui-même agréé, et également auprès d'un sous-traitant 3 en l'occurrence, qui n'est pas agréé. Ce qu'on voit désormais, c'est que le donneur d'ordre ne pourra valoriser dans la facture qui est établie par son sous-traitant de rang 1 que les travaux qu'il a lui-même exécutés ou qu'il a confiés à un autre sous-traitant qui est également agréé. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on voit sur une prestation d'1 million, il y a 500 000 € de dépenses au niveau du sous-traitant 1 qui seront valorisés au niveau du donneur d'ordre, il y a 200 000 € qui seront également, qui ont été confiés, qui correspondent aux travaux confiés au sous-traitant 2, qui seront également valorisés. En revanche, les travaux confiés au sous-traitant 3, à concurrence de 300 000 €, ne pourront pas être pris en compte par le donneur d'ordre dans le calcul de son CIR. Reste que le sous-traitant 3, lui, aura la possibilité éventuelle de valoriser ses dépenses pour autant que sa mission soit bien une mission éligible au CIR. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on évite désormais, ce qui a été en fait l'inquiétude de l'administration et du législateur, les phénomènes de doublons, où comme on l'avait vu dans l'arrêt Hayes, on aboutissait à des solutions qui permettaient finalement de valoriser au titre du CIR 2 fois les mêmes travaux. Merci Antoine pour vos précisions. Nous allons désormais aborder les nouveautés votées dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Dans un premier temps, nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, ce qu'on appelle le SICO. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et il s'adresse à toutes les entreprises, donc industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, imposables selon un régime réel, qui conclut ce qu'on appelle un contrat de collaboration de recherche avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, un ORDC. Ces ORDC doivent obtenir un agrément délivré par le MESTRI qui leur confère cette qualité d'ORDC. C'est une définition, ces organismes doivent répondre à une définition donnée par la communication de la Commission européenne dans un régime d'aide d'État à la recherche qui date de 2014. Les travaux devront être localisés au sein de l'Union européenne ou au sein d'un État partie à l'espace économique européen, comme pour le CIR. Sont éligibles ce qu'on appelle les coûts complets sans marge, c'est une partie très importante, qui sont facturés par un ORDC. Il ne doit pas y avoir de marge de facturer par l'ORDC. Le plafonnement de ce crédit d'impôt est de 6 millions d'euros des dépenses. Les contrats valides doivent être conclus avant l'engagement des travaux et à compter du 1er janvier 2022. Cet aspect-là est très important aussi pour rendre le contrat éligible et donc de facto être éligible au SICO. Les ORDC, par ailleurs, ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec l'entreprise avec lesquelles ils concluent un contrat de R&D collaboratif. Donc voilà pour la grande nouveauté de cette loi de finances 2022. Nous allons désormais aborder les aménagements relatifs au C2I et à la JEI. Le C2I est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. C'est une super bonne nouvelle. Par contre, il y a des nouveautés sur le calcul de l'assiette, mais attention, à compter du 1er janvier 2023, sont supprimés les frais de fonctionnement, donc jusqu'alors calculés de manière forfaitaire de 75% pour les dotations aux amortissements et de 43% pour les dépenses de personnel. Pour pallier à cette suppression, à compter du 1er janvier 2023 également, on a une majoration du taux de C2I à 30%, donc VS 20% jusqu'alors, et une majoration du taux de C2I pour les dépenses exposées dans les départements d'outre-mer à 60%, VS 40% jusqu'alors. L'assiette, quant à elle, elle reste plafonnée à 400 000 € des dépenses annuelles. Concernant la jeune entreprise innovante, désormais, on a un aménagement relatif à sa durée avec une extension de la durée du statut de JEI de 8 à 11 ans à compter du 1er janvier 2022. Donc, les PME créées depuis moins de 11 ans pourront bénéficier de l'exonération totale des bénéfices de 12 mois, donc à l'IR ou à l'IS, suivie d'une période d'abattement de 50% de 12 mois également.
Par contre, à date, pas de prorogation du statut au-delà du 31 décembre 2022. Nous espérons que cela sera débattu l'an prochain dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Donc, c'est une affaire à suivre à partir du mois d'octobre 2022. Par contre, attention, petite précision, cette extension ne s'applique pas sur le volet social. Pour l'instant, à date, aucune mesure de coordination n'a été votée sur le plan social, donc aucune extension des exonérations sociales. De même, une mesure d'adaptation sera également nécessaire concernant les exonérations d'impôts locaux. Ensuite, nous allons aborder le sujet de l'utilisation de sa créance de crédit d'impôt recherche. Donc, une fois votre déclaration déposée et sécurisée, la question qui se pose est que faire de votre créance de CIR? Le principe de base est que le CIR s'impute sur l'impôt sur les sociétés. Cependant, dès lors que votre créance de CIR est supérieure à votre impôt sur les sociétés ou que vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, la société va disposer d'une créance de CIR sur l'État. Le principe pour toutes ces sociétés-là, c'est que cette créance de CIR va s'imputer sur les 3 impôts sur les sociétés suivants et à l'expiration de ce délai-là, la société pourra demander le reliquat ou la totalité, si la société n'a jamais payé d'IS, de bénéficier du remboursement de son CIR par le biais du formulaire 2573, donc au bout des 3 ans. Petite exception, enfin grande exception plutôt, certaines entreprises, dont les PME au sens communautaire en l'occurrence, peuvent demander le remboursement immédiat de leur crédit d'impôt recherche. Pour les autres sociétés qui souhaitent rendre liquide et exigible leurs créances de CIR, il existe des solutions de financement pour obtenir leurs créances de manière anticipée, donc avant l'expiration du délai de 3 ans. La première méthode, c'est le préfinancement du crédit d'impôt recherche qui est proposé par certains établissements bancaires. Donc, il consiste pour la société de se rapprocher d'un établissement bancaire et de faire financer ses travaux avant même la déclaration du CIR. La deuxième méthode, c'est la mobilisation de sa créance, à nouveau auprès d'un établissement bancaire. Donc, dès lors que la créance elle est certifiée par le commissaire aux comptes de l'administration fiscale, eh bien, la société va céder sa créance à l'établissement bancaire. Il est également possible pour les sociétés d'imputer, une fois que la créance est devenue liquide et exigible, de demander l'imputation de leur créance de CIR sur un autre impôt. Le dispositif ayant évolué ces dernières années, nous avons souhaité faire un focus sur les jurisprudences marquantes sur le sujet. Et je passe la main à Antoine. Merci Leïla, je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps passe et il faut qu'on laisse un peu de place aux questions. Alors, 2 jurisprudences finalement assez importantes publiées l'année dernière. Une première qui concerne la question de savoir si, lorsque l'on fait une demande, comme l'exposait à l'instant, dans le contexte qu'elle décrivait à l'instant, une demande de remboursement de la créance de CIR et que le paiement finalement tarde à venir de la part de l'administration, est-ce qu'on peut prétendre au versement d'intérêts moratoires? Le juge a confirmé qu'effectivement, dans cette situation, il était possible pour les sociétés concernées de prétendre au paiement de ces intérêts moratoires, à la condition toutefois qu'il y ait eu une sorte de litige entre le contribuable et l'administration, litige qui naît en fait du dépôt de la demande par le contribuable, dépôt de la demande de remboursement qui vaut réclamation contentieuse d'un point de vue technique, et que l'administration ait refusé, dans le délai qui lui est imparti, le remboursement de ces sommes. Dans cette hypothèse, si, au bout du compte, la société qui a porté la demande obtient gain de cause, le remboursement pourra être assorti, ou sera même automatiquement, en l'occurrence, assorti normalement, des intérêts moratoires. Donc ça, c'était la première jurisprudence sur laquelle on voulait attirer votre attention. Une seconde jurisprudence importante, qui concernait cette fois-ci le groupe Publicis et qui apporte des précisions sur 2 sujets. D'abord, sur la notion de cotisation sociale obligatoire. On l'a vu tout à l'heure, on peut, dans les dépenses de CIR, valoriser, et c'est même souvent le poste le plus important, les dépenses de personnel. Ces dépenses de personnel s'entendent à la fois évidemment des salaires versés aux personnes concernées, mais également de toutes les cotisations sociales qui sont versées du fait de leur présence dans l'entreprise.
Jusqu'à présent, on considérait, et c'était d'ailleurs la définition qui est reprise par la doctrine administrative, que seules des cotisations sociales en tant que telles pouvaient être prises en compte dans le calcul du CIR, et donc on devait extourner finalement de la base du CIR les coûts salariaux qui ne correspondraient pas à cette définition, et c'est notamment parfois les impositions qui peuvent venir être prélevées au niveau sur la masse salariale, mais qui ne sont pas en tant que telles des cotisations sociales. La distinction principale entre les impositions de toute nature et les cotisations sociales, c'est de savoir si ce que l'on paye ouvre droit à des prestations. C'était ça le critère essentiel qui était retenu jusqu'à présent. La décision du juge de l'impôt ouvre un peu cette définition, puisqu'elle nous dit que on reste sur l'idée qu'il faut qu'effectivement les sommes versées aient pour objectif de permettre aux salariés de bénéficier de prestations, mais si le fait que les sommes versées ne génèrent pas en tant que tel un versement, mais finalement conditionne l'ouverture du droit à ces prestations, on va considérer que c'est un élément de solidarité interne au régime et que même si ça n'augmente pas finalement les droits des personnes concernées, on peut bien valoriser dans le calcul du CIR les dépenses en question. C'est ce qu'on voyait souvent sur des cotisations sociales de base auxquelles étaient venues s'agréer des cotisations complémentaires, et ça n'augmentait pas les droits de chacun, mais finalement ça surenchérissait le coût global pour les salariés et l'entreprise. Dans ce cas-là, on est venu nous dire qu'effectivement ça pouvait être pris en compte. Alors, en l'occurrence, c'est venu confirmer que la contribution exceptionnelle temporaire, la CET, qui est versée dans le cadre de l'AGIR, qui pouvait être valorisée, et en revanche que le FNAL ou la PEC restaient, eux, exclus de l'assiette du CIR parce que c'est versé totalement indépendamment de tout régime de prestations sociales. Dernière chose, dépenses de veille technologique. Là aussi, le Conseil d'État ouvre un peu les choses. La position généralement constatée, c'était de dire que la veille technologique n'était valorisable au tir de CIR que pour autant qu'elle vise des personnels, qu'elle soit afférente aux chercheurs et aux techniciens de recherche. Le Conseil d'État élargit les choses en disant que non, ça pouvait également s'envisager pour d'autres catégories de personnel. Alors c'est vrai que l'administration fiscale elle-même dans sa doctrine n'était pas très loin de cette interprétation, mais on était tous un peu incertains sur la portée finalement de la possibilité pour les entreprises de valoriser la veille technologique quand il ne s'agissait pas de chercheurs ou de techniciens. Et là, le Conseil d'État confirme finalement définitivement l'interprétation qu'on pouvait faire des textes. J'en ai terminé pour ma part. Je vous remercie de votre attention à ce stade. Merci beaucoup Leïla et Antoine pour la qualité de votre intervention. Alors je vais commencer déjà par une première question qui nous est posée par nos auditeurs. La première, elle concerne le personnel de soutien. Qu'en est-il pour les personnes qui sont impliquées dans la propriété intellectuelle? Est-ce que l'un de vous deux souhaiterait répondre à cette question? Comme vous voulez, Antoine. Ah non, allez-y, Leïla, si vous voulez. Parfait. Je peux prendre la parole si vous préférez. Ou je compléterai votre réponse. Très bien, on fera comme ça. Du coup, si je comprends bien, donc c'est les frais de personnel du département de la propriété intellectuelle. Qu'en est-il de leur valorisation? Malheureusement, la doctrine, elle est assez restrictive sur le sujet pour les frais de prise et maintenance de brevets, notamment, parce qu'elle ne prévoit simplement que l'éligibilité des dépenses externalisées. Pour autant, dans la jurisprudence, ce n'est pas interdit. Il y a eu plusieurs jurisprudences sur le cas de sociétés qui valorisaient les dépenses de personnel des départements, des personnels composés dans le département de frais qui géraient les frais de propriété intellectuelle, je vais y arriver. Et ils ont retoqué malheureusement la dépense parce qu'ils considéraient que leur implication dans les tâches de R&D n'était pas assez justifiée. Mais pour autant, ils n'ont pas dans les considérants, la Cour ne considère pas que ces dépenses-là ne sont pas éligibles. Pour autant, ce n'est pas prévu expressément dans la doctrine, alors que c'est prévu pour le poste des dépenses de brevet. Là, c'est admis que les frais de personnel sont éligibles.
Je ne sais pas si ça répond à votre interrogation. Oui, si je peux ajouter un petit mot, je rejoins totalement ce que vous venez de dire. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est qu'en pratique, dans les contrôles, l'administration est assez réservée sur ces valorisations. Et il y a des jurisprudences plus positives qui ne traitent pas toujours des cas des personnels de l'API, mais qui permettent effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de valoriser des dépenses des personnels du service juridique ou du service réglementaire. Mais ce n'est qu'à condition qu'on puisse démontrer qu'ils sont intervenus concrètement dans le développement d'un projet. Et donc, quand on en arrive là, s'ils sont uniquement intervenus sur la préparation du dossier de dépôt du brevet, par exemple, ça peut poser des questions, alors que il faut vraiment qu'ils soient intervenus dans le projet et qu'on arrive à démontrer que les informations qu'ils ont délivrées dans le cadre du projet étaient vraiment utiles à sa construction. Merci beaucoup, Leïla et Antoine. Alors, j'ai une question concernant le SICO. Un ORDC en partenaire avec un autre ORDC peut-il bénéficier du SICO? Alors, un agrément pour le CIR et un agrément pour le SICO, ou un seul agrément valable pour les deux crédits d'impôt? Ça, c'est la première partie de la question. On va commencer par ça. Qui souhaite répondre à cette question? Comme vous voulez, Antoine. Vous voulez que je réponde peut-être? Allez-y. Pour l'agrément, ouais. Pour l'agrément CIR et SICO, dans un premier temps, c'est la partie de la question que j'ai compris. Pour l'instant, on n'a pas de précision sur les modalités d'agrément pour le SICO de l'ORDC. Par contre, dans les termes, dans les travaux parlementaires, on parle bien d'agrément délivrant la qualité d'ORDC. Du coup, nous, à date de notre compréhension, ce sont bien deux agréments distincts, c'est-à-dire un agrément CIR et un agrément délivrant la qualité d'ORDC. Sur la première partie de la question, est-ce qu'un ORDC peut contractualiser avec un autre ORDC? C'est tout à fait cette partie-là, je ne suis pas Leïla. sûre de bien... Ok, je suis pas sûre de bien comprendre la question. C'est est-ce qu'un ORDC peut déclarer du SICO s'il contractualise avec un autre ORDC? Eh bien, tout dépend, j'imagine, si il a bien une partie fiscalisée, hein, comme les associations de loi 1901, c'est-à-dire dans tous les cas, le champ d'application, la société doit être imposée au bénéfice réel de l'imposition. Et donc, si son imposition lui permet de déclarer du CIR, eh bien, elle pourra déclarer du SICO, même si elle est au RDC et même si elle contractualise avec un ORDC. Donc là, c'est plus l'aspect fiscal, le champ d'application fiscal qu'il faudra vérifier, voir si elle le remplit. Merci beaucoup, Leïla. Maître, vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas sur ce sujet-là, même si, enfin, peut-être un point sur justement l'agrément CIR et l'agrément SICO. Ce on peut penser quand même, mais là aussi je parle sous votre contrôle, Leïla, c'est qu'une fois qu'on a un agrément CIR, l'agrément SICO ne devrait pas réellement poser de difficultés. Bien sûr. D'accord. Alors, l'agrément SICO va concerner. Vas-y, Leïla, je te laisse. J'allais juste compléter, l'agrément SICO va concerner les organismes que l'on connaît pour l'agrément CIR et notamment les prestataires publics. Merci beaucoup, Leïla. Alors, lors du renouvellement de l'agrément, devons-nous faire un renouvellement par type de crédit d'impôt, ou l'agrément est-il valable pour le CIR et le SICO? Alors, ça rejoint un peu la précédente question. Exactement. C'est ça, exactement. Pour le CIR C2I, c'est le dossier qui est existant, c'est-à-dire que vous pouvez faire une demande combinée. Et pour le SICO, c'est ce qu'on vient de préciser à l'instant. Ok, alors pour le SICO, si un avenant est signé au 1er janvier 2022 sur des travaux définis dans une annexe différente de ceux des années précédentes, mais du coup dans le même contrat de base, peut-on bénéficier du SICO? Alors, c'est une question assez récurrente de nos clients aussi. Les travaux parlementaires, ils parlent bien de contrat au sens juridique du terme et non pas d'avenant. Donc, par mesure de sécurité, nous vous préconisons vraiment, dans la mesure du possible, hein, je sais que ce n'est pas
en pratique, ce n'est pas simple, de mettre fin au contrat existant et de rédiger un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2022, d'autant plus que l'aspect contractuel est très, très important pour le SICO. Il y a des clauses à réunir et à prévoir, puisque le contrat de collaboration de recherche, c'est défini selon la Commission européenne, hein, c'est régi par le régime d'aide d'État, et donc c'est un véritable contrat de R&D pour lesquels les parties doivent définir l'objectif commun poursuivi, la répartition du travail, les risques financiers, technologiques, scientifiques et d'autres, et le partage des résultats. Du coup, si votre contrat initial ne prévoit pas ces éléments-là, ça risque de poser un problème. Donc, on vous préconise vraiment de rédiger un nouveau contrat qui redéfinit tous ces termes-là. Merci beaucoup, Leïla. Alors, je vois que le temps défile et il y a de nombreuses questions. Je vais en prendre une ou deux, mais ce que je vous propose, c'est de faire parvenir l'ensemble des questions à nos deux experts et ces derniers répondront directement et individuellement à vos questions. J'ai une question notamment qui touche, est-ce qu'une avance récupérable doit être déduite du CIR? Qui souhaite répondre à cette question? Antoine? Antoine, vous voulez… Je comprends que c'est la déduction le principe de déduction des subventions obtenues au titre d'un projet donné. La prudence, c'est quand même de la déduire, à mon avis. Mais je ne sais pas quelle est votre pratique, Leïla, sur ce sujet-là, si vous en avez une. Si effectivement, si l'avance récupérable elle est liée à un projet de recherche éligible, à des dépenses de recherche éligibles, notre préconisation est de la déduire. Parce que c'est Exactement. tout ça, ça se lie un peu au regard des règles sur les aides d'État. Effectivement, ça en fait partie. Ça en fait partie. Je La vais notion de prendre, subvention est définie de manière très large. je vais prendre une dernière question parce qu'elle parle de la sous-traitance en cascade. Donc en fait, si jamais je sous-traite une opération de recherche à une entreprise qui n'est pas agréée et que cette entreprise sous-traite à un organisme agréé, puis-je entrer cette dépense dans mon assiette de CIR ou est-ce que l'entreprise intermédiaire qui peut toucher le CIR sur cette dépense? Un petit temps de réflexion, un petit temps de réflexion. À mon sens, non. En tant que donneur d'ordre, vous pourrez pas. Enfin, la prudence, c'est de ne pas le valoriser. Ça pourrait être effectivement le cas de la société intermédiaire qui, à son tour, le valoriserait, parce qu'on ne rentrera pas dans la lecture du texte. Par contre, face à ce type de situation, il faut envisager en fait de faire remonter le sous-traitant agréé à un niveau au-dessus pour vous permettre de valoriser les dépenses. En tout cas, si on veut totalement sécuriser l'approche, ça serait, à mon avis, notre recommandation. Exactement. Merci beaucoup Leïla et Antoine. Il y a de nombreuses questions qui sont arrivées, mais malheureusement le temps nous est compté. Je vous promets de répondre à l'ensemble des questions. Enfin, nos experts vont répondre à l'ensemble des questions et de vous les faire parvenir individuellement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à finance-innovation@eming.com. Nous vous remercions d'être aussi nombreux à ce webinaire et surtout prenez soin de vous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir Laïla, au revoir Antoine. Au revoir, merci pour votre écoute. Au revoir à tous. Merci encore.